Alors, comment ça marche le portefeuille d'une nation entière? C'est une sacrée question, hein. Eh bien, aujourd'hui, on va justement plonger au cœur des finances publiques marocaines. L'idée, c'est de démystifier tout ça, de comprendre de manière simple où va l'argent, que ce soit celui des impôts ou celui qui finance les grands projets qui transforment notre quotidien. Et oui, comment un pays gère-t-il son argent? C'est la grande question, celle qui va nous servir de fil rouge. Parce que derrière cette interrogation qui a l'air toute simple, il y a un système complexe, c'est vrai, mais franchement fascinant. Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble les rouages de cette immense machine. Bon, pour y voir clair, voici notre plan de match. On commence par la base, c'est quoi les finances publiques? Ensuite, on regarde les règles du jeu, la fameuse loi de finances. Puis, on verra comment le budget est fabriqué chaque année, comment l'argent est concrètement dépensé, et à la fin, hyper important, comment on mesure si tout ça a été efficace. Alors, on attaque direct avec la première partie, les fondations. Avant toute chose, il faut bien définir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est, au juste, les finances publiques? Voilà la définition, un peu formelle, on est d'accord. En gros, les finances publiques, c'est ni plus ni moins que la gestion de l'argent de nous tous, l'argent collectif. C'est grâce à ça qu'on peut construire des écoles, des hôpitaux, payer les fonctionnaires, soutenir l'économie. En fait, c'est un peu le carburant qui fait tourner la machine pays. Mais attention, les finances publiques, c'est bien plus que simplement payer des factures. C'est un outil super puissant avec, on peut dire, quatre rôles essentiels. D'abord, c'est un moteur pour la croissance. Ensuite, c'est une sorte de thermostat pour réguler l'économie. C'est aussi un levier pour la justice sociale en redistribuant les richesses. Et enfin, c'est le garant de la stabilité, le gardien du temple, si on veut, qui contrôle la dette et l'inflation. Pas mal comme mission, non? Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Parce que tout cet argent, évidemment, n'est pas géré au hasard. Tout est encadré par un document absolument central. On pourrait presque dire que c'est la Bible budgétaire du pays. Et ce document, c'est la loi de finances. Retenez bien ce nom parce que c'est le document clé. C'est une vraie loi qui doit être débattue et votée par le Parlement chaque année. C'est elle qui donne au gouvernement le droit, le feu vert, pour collecter les impôts et pour dépenser l'argent public. Pour faire simple, sans cette loi, l'État ne peut rien faire. Tout s'arrête. Ce qui est super intéressant, c'est que cette loi a connu une véritable révolution. Avant 2015, la logique était très court-termiste. La grande question, c'était est-ce qu'on a assez d'argent pour boucler l'année? Mais depuis la grande réforme de 2015, on a changé de dimension. On ne se demande plus seulement combien ça coûte, mais surtout à quoi ça va servir, quels résultats on va obtenir. On est vraiment passé d'une logique de moyens à une logique de résultats. C'est un changement de mentalité énorme. Et ce chiffre, le 3, il est emblématique de ce changement. Pourquoi 3? Parce qu'il représente la programmation budgétaire triennale. En clair, ça veut dire qu'un ministère ne se réveille plus chaque année en découvrant son budget au dernier moment. Non, maintenant, il a une visibilité sur 3 ans. Et ça change tout. Ça permet de planifier, de lancer de grands projets, bref, d'arrêter de naviguer à vue. Ok, on a le cadre légal, mais concrètement, comment on fabrique ce fameux budget chaque année? C'est un vrai marathon qui implique tout le monde au sommet de l'État. Ce parcours, on peut le voir comme une course de relais en 5 grandes étapes. Ça commence par la préparation dans les ministères, ensuite adoption par les conseils du gouvernement, troisième étape, la plus médiatisée, le vote au Parlement. Une fois voté, la loi est promulguée et enfin l'exécution et le suivi, là où tout se joue concrètement tout au long de l'année. Et le coup d'envoi de tout ce processus, c'est un document qui s'appelle la lettre de cadrage. L'image du coach avant le match est parfaite. C'est le chef du gouvernement qui l'envoie à ses ministres pour fixer le cap, pour dire « voilà les grandes priorités pour le pays, maintenant à vous de jouer, construisez vos budgets en fonction de ces objectifs ». Bon, le budget est voté. Maintenant, la partie la plus visible commence. Dépenser l'argent. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles très strictes, une règle d'or même, pour garantir que chaque dirham est utilisé correctement. Cette règle, elle est au cœur de tout le système. C'est un principe fondamental, gravé dans le marbre de la loi, pour éviter les dérives. La phrase peut sembler technique, mais elle est absolument cruciale, c'est la clé de voûte de tout l'édifice. La séparation entre l'ordonnateur et le comptable. C'est ça, la fameuse règle d'or. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple. D'un côté, on a l'ordonnateur. C'est celui qui décide de la dépense, qui dit « il faut payer ». Pensez à un ministre. Il donne l'ordre, mais il n'a pas accès à la caisse. De l'autre côté, il y a le comptable. Lui, c'est le gardien du coffre. C'est lui qui fait le virement. Mais il ne peut le faire qu'après avoir tout vérifié. En résumé, celui qui commande ne paie pas et celui qui paye ne commande pas. C'est un garde-fou essentiel.
Et comment l'État fait-il ses achats? L'outil principal pour ça, ce sont les marchés publics. Dès que l'État veut construire une autoroute, acheter des ordinateurs pour une école ou même faire appel à une société de nettoyage, il doit passer un contrat. C'est par là que le budget se transforme en action concrète. Et bien sûr, ces contrats ne sont pas donnés au premier venu. Tout est très réglementé. Il y a des principes de base à respecter. La liberté d'accès pour toutes les entreprises, l'égalité de traitement sans favoritisme, la transparence des procédures. Et au final, l'objectif, c'est l'efficacité, obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Bon, on a planifié le budget, on l'a voté, on l'a dépensé en respectant les règles, c'est super. Mais la question qui tue, c'est est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que l'argent a permis d'atteindre les objectifs? C'est là que la notion de performance prend tout son sens. Et pour mesurer ça, on a un système assez malin, un système de avant-après. Au début de l'année, quand un ministère demande son budget, il présente son projet de performance. C'est sa promesse. Puis, à la fin de l'année, c'est l'heure du bilan avec le rapport de performance. Et là, on compare les résultats obtenus avec les promesses du début. C'est son bulletin de notes, en toute transparence. Et pour s'assurer que personne ne triche sur son bulletin de notes, il y a des contrôles externes. La performance de chaque ministère est auditée régulièrement. Et surtout, il y a le grand arbitre, la Cour des comptes. C'est l'institution suprême qui vient vérifier et certifier que tout est en ordre. C'est le sceau final qui garantit la crédibilité de tout le système. Et on termine avec cette question qui ouvre sur l'avenir. Maintenant que ces outils sont en place, que le lien entre le budget et la performance est fait, la vraie question c'est: qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les services publics au quotidien? La recherche d'un État toujours plus efficace est un travail de longue haleine et ce n'est que le début.